Nous sommes l'homme d'en bas à tapoter et j'ai eu l'occasion aujourd'hui de monter pour vous saluer, pour vous dire merci beaucoup par rapport à tout ce que vous faites. Bon, je vais rester en bas à tapoter et je vous encourage. Merci. Merci beaucoup à toi aussi, frère. Bonjour, j'espère que tu vas bien, Baradaji. Merci, Baradji. Ce que tu veux. Non, là, hey, envoie-moi la banelle de Sika, là. Je ne l'ai jamais eu. Baradji, comment tu vas? Ça va? Oui, ça va mon coro. Hein? Je vais descendre en bas. Hein, la gazelle, la baleine de Sika, là, qui monte pour moi. Hein? Est-ce que je connais? Il y a vu, c'est un jour, je ne connais pas. Faut fouiller, c'est là-bas. Ok, il y a Wilfried de Kanga qui est monté. Wilfried, il y a 2 France-Africains qui nous traitent, qui disent qu'il y a des bases dans le pays de l'AES. Oui, bonjour Tania. C'est toujours un plaisir de te retrouver. Ça fait longtemps, hein, je n'étais plus venu. Du coup, je me suis dit pour la nouvelle année, même s'il faut attendre longtemps, vu que tu en vaux la peine, je vais y attendre et dire quand même 2 mots sur cette actualité qui nous concerne tous. Bonjour à toi, Namasa, et bonne année à tout le monde. D'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Enfin, c'est une bonne nouvelle pour moi, mais je la partage avec vous. Je suis papa depuis le 10 décembre, pour la première fois. Donc l'année s'est Comment très vas-tu, bien Wilfried? Ça terminée. va? Ouais, ça va très Ah, bien. félicitations. Félicitations, Wilfried. Félicitations. Ouais, l'année s'est très bien terminée, donc voilà, maintenant c'est une nouvelle page qui s'ouvre. Et alors oui, Tania, par rapport à ce que tu dis, donc il s'avère qu'il y a 2 individus qui expliquent qu'il y aurait des bases militaires étrangères dans les pays de l'AES. Ça, c'est ce qu'on appelle la stratégie du mauvais élève. Tu sais, parfois, tu rentres de l'école avec 6 de moyenne, on te demande pourquoi tu as échoué, et au lieu de d'assumer tes erreurs, tu te mets à expliquer que oui, même ton camarade a échoué, de toute façon, personne n'a réussi en cours. En fait, tu essayes de masquer tes échecs par les échecs des autres. Or, ça n'a aucun rapport. Tu as échoué, tu as échoué. Donc là, il y a une entourloupe qui a été mise en place par la France avec ses amis d'hier, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, qui consistait à nous faire croire que les bases militaires en Côte d'Ivoire et au Sénégal seront démantelées. Le problème, c'est qu'un crime n'est jamais parfait. Donc il y a eu des fuites d'informations qui nous ont permis de comprendre qu'en fait, c'était le marionnettiste qui, pour masquer sa présence, avait déjà élaboré une stratégie de, voilà, de diminution d'effectifs, de refonte de son dispositif, et il fallait vendre ça aux Africains comme, d'une part, le retrait de la France, d'autre part, le désir du Sénégal de s'émanciper, d'être souverain, le désir de la Côte d'Ivoire de s'émanciper, d'être souverain. C'est évidemment de la diversion, ça c'est ce que nous appelons au Cameroun la méthode du boulanger. On nous roule dans la farine, un peu comme le vieillard que nous avons là-bas, le vieillard de 92 en Paul Biya. C'est le même mécanisme. Donc, la roblardise a été mise à nu par le fait qu'on a eu, tu l'as bien mentionné, Tania Didier Castres, qui déjà en début d'année devant les parlementaires avait déjà évoqué cette décision, cette mesure que la France allait prendre de se redéployer autrement, notamment dans les pays où sa présence est la plus contestée, le Tchad, le Gabon, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Et vers le mois de juin, Macron a également encore évoqué cela. Et on a eu donc ce rapport sur lequel travaillait le nouveau Jacques Faucard, le nouveau Monsieur Afrique, Jean-Marie Bockel, que Macron avait envoyé sur le sol africain pour travailler un peu sur le projet de remodélage du dispositif. Mais depuis plusieurs semaines, on était déjà au courant parce que les informations filtraient déjà à ce niveau Une sur seconde. le mec. Une Oui, seconde. vas-y, Tonia. Une seconde. Celui qui a remplacé Robert Bougie, c'est Jean-Marie Bockel. Enfin, je veux dire, le Jacques Faucard, il fait un peu les sales besoins de Jacques Faucard, le monsieur Afrique. Il est l'ambassadeur de, enfin, il est là. On lui a donné un poste abracadabrant, comment dire, envoyé spécial pour l'Afrique. À l'époque, il était sénateur et il était à la Chambre haute en France. Il a été, je crois, secrétaire général aussi sous Sarkozy. Bref, il avait une fonction semi-ministérielle sous Sarkozy. Il était aussi un élu, voilà.
Et donc Macron l'a nommé spécialement, envoyé spécial pour l'Afrique. C'est pour ça que je l'appelle le Jacques Foccart des temps modernes. À l'époque, c'est Jacques Foccart qui devait organiser le dispositif de la France-Afrique, les assassinats, les mallettes d'argent, etc. Bien avant Robert Bourget. Robert Bourget n'était qu'un porteur d'eau, mais quelqu'un qui détient le pouvoir exécutif. On avait donc des Jacques Foccart à l'époque et aujourd'hui des Jean-Marie Bockel. Et donc, il devait remettre, Monsieur Jean-Marie Bockel devait remettre le 25 novembre de cette année, enfin de l'année dernière, 2024, le rapport à Emmanuel Macron dans lequel il détaille un peu les arrangements qu'il a fait avec les dirigeants africains, notamment Ouattara, Idriss Déby Junior et Bassirou Diomaye Faye. Mais on était déjà au courant parce que les informations n'ont pas été conservées comme la France aurait bien aimé les conserver. Et c'est pour ça qu'on savait déjà depuis plusieurs mois que la France, depuis le début de l'année littéralement, que la France a prévu d'organiser son dispositif autrement, de diminuer la luminosité de sa présence, d'être moins visible pour être moins contesté. Et voilà, quand Bassirou Diomaye Faye et son ami Ouattara nous disent donc à la fin de l'année que ils ont décidé du retrait des forces militaires françaises. Bref, c'est cette stratégie de diversion à laquelle je faisais allusion. C'est comme si votre femme décide de se séparer. On est, je sais pas, le 5 janvier. Elle dit, je me sépare de monsieur. Et vous, le 6 janvier, vous venez y annoncer sur la place publique, j'ai décidé de me séparer de ma femme. Et évidemment, c'est pas vous qui avez décidé, c'est la femme qui a décidé. Vous ne faites que vous approprier une décision qui, en fait, ont été prises par quelqu'un d'autre. Mais la stratégie derrière, c'est que ça arrangeait les deux parties. D'une part, la France donc espérait être moins critiquée parce que officiellement, elle quittait l'Afrique, elle retirait ses militaires, on ne la voyait plus. De l'autre, Ouattara, il fait un peu comme Paul Biya, c'est-à-dire il joue le flou jusqu'au dernier moment. Il ne dit pas s'il sera candidat ou pas, mais le fait de prétendre avoir démantelé les bases militaires lui permet de vendre ça comme élément de campagne demain en disant voilà, j'ai chassé la France, donc je suis un panafricain, je suis un souverainiste, je mérite un mandat supplémentaire. Et pour Bassirou Diomaye Faye, c'est vendu comme l'application de leur promesse de campagne. Ils avaient parlé de rupture systémique, de changement, voilà. Sauf que quand on regarde maintenant le Sénégal, je me souviens qu'au mois de mai de l'année dernière, le 16 mai, lorsque Jean-Luc Mélenchon est venu rendre visite à Bassirou Diomaye Faye et à Ousmane Sonko à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Ousmane Sonko avait fait un discours bizarre qui m'avait un peu gêné. Il avait dit, il avait évoqué, en fait, c'était comme s'il souhaitait, alors qu'il est quand même Premier ministre maintenant, il n'est plus un citoyen ordinaire, il avait émis l'idée selon laquelle la présence française n'est pas compatible avec le désir de souveraineté du Sénégal. Et après, il précise que, bon, je parle ici en tant que leader du PASTEF et non qu'en tant que Premier ministre. Vous voyez, quand on parle de duplicité au sujet du Sénégal, c'est à cause de ce genre de choses. C'est-à-dire, voilà, quelqu'un qui évoque un sujet grave, un sujet qui relève du pouvoir exécutif et qui est Premier ministre, mais qui non seulement parle de ça comme si c'était un vœu ou une prière, or ça relève de sa décision et de celle de Diomaye Faye de chasser les bases militaires françaises. Et de deux, il enlève carrément sa casquette de ministre et dit, je parle comme leader du PASTEF. C'est comme si tu parlais pour ne rien dire. En fait, et à la fin, il appuie même encore, c'est là où c'est vraiment devenu gênant, il dit, bon, toutefois, cela ne remet pas en cause les accords de défense. Et on était en mai 2024. Voilà quelqu'un qui dit je vais chasser les bases militaires. Voilà quelqu'un qui dit en même temps ça ne remet pas en cause les accords de défense. Or, qu'est-ce que les accords de défense incluent? Les accords de défense incluent la présence plus ou moins permanente de la France sur le territoire et le déploiement, quand elle le désire, de ses, voilà, de ses forces armées. Donc c'est ça là la stratégie de la roublardise de part et d'autre. On a voulu marcher sur la naïveté des Africains et leur faire penser que, voilà, Ouattara, Macky Sall, ce sont des dirigeants désormais souverains, voilà, et ça leur redonnait un peu de la lumière, parce qu'ils suscitent de grosses inquiétudes depuis quelque temps, Bassirou Diomaye Faye et Sonko, et Ouattara, de toute façon, il porte cette étiquette de France-Africain depuis des années, il essayait donc de s'en débarrasser. La France, de son côté, voilà, enfin, espérait faire diminuer le sentiment, ce qu'elle appelle le sentiment anti-français, mais qui en réalité est simplement le sentiment anti-politique française en Afrique. La raison pour laquelle la France, enfin,
enfin, a voulu nous faire croire qu'elle était en train de partir. Vous la connaissez, je ne vous apprends rien. C'est parce que comme elle a été copieusement chassée au Niger, au Mali et au Burkina, et là, elle a été vraiment chassée, c'est ça qu'on appelle l'expulsion. C'est une expulsion que la France a critiquée, que la France a essayé d'empêcher. Rappelons-nous la pièce de théâtre entre Sylvain Ité et Emmanuel, enfin, Sylvain Ité, Emmanuel Macron et le général Tiani, parce que Macron ne veut pas retirer son ambassadeur. Ils ont eu le même bras de fer au sujet des bases militaires, au sujet des mêmes bases militaires au Burkina, au Mali également, parce que c'est le type de retrait que la France ne souhaitait pas, un retrait réel, un retrait définitif. Là, il s'agit d'une pièce de théâtre qu'on a voulu nous vendre comme un retrait, et c'est pour ça que depuis que Diomaye Faye et Ouattara ont parlé, on n'a pas vu les Français se plaindre, les officiels français critiquer la décision. Par contre, au Tchad, on a vu comment Mohamed Idriss Déby Junior a franchi un palier supplémentaire en allant au-delà de ce que la France avait prévu. La France voulait tenter la même entourloupe de diminution des effectifs, de remodélage ou voilà de réduction de la luminosité de sa présence, mais Kaka Déby, en raison des problèmes personnels qu'il a avec Emmanuel Macron, notamment le fait que Macron l'a abandonné dans l'affaire des biens mal acquis ou des fonds, des costumes à 900 000 euros, le procès qui avait été ouvert sur lui par le parquet national financier, et aussi le fait que la France ne l'a pas trop soutenu ces derniers temps lors des incursions djihadistes. Donc, Mohamed Déby, lui, il a dit, je ne veux plus que la France soit là. Il a dit, je dénonce les accords, je dis non aux accords de coopération, je mets fin. C'est ce que le porte-parole Koulamala a dit, je mets fin aux accords de coopération. Il a donné une date limite à la France, le 31 janvier, pour démanteler. Il y a absolument tout le dispositif militaire. Il y a la base d'Abéché, la base de Faya, la base de N'Djamena. La France a déjà remis Faya. Elle est en train de remettre les deux autres bases. Et le Tchad a dit, voilà, je ne veux plus. Les accords militaires sont désormais caducs. C'est ça qu'on aurait souhaité pour parler de retrait réel de la part du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Comme ce n'est pas le cas et que les Africains vigilants ont mis le doigt dans la plaie, vous avez donc des gens comme ceux que tu viens d'évoquer, Tania, qui viennent créer, qui essayent de créer la diversion dans la diversion en arguant qu'il y aurait des bases militaires turques, des bases militaires russes ou que sais-je encore, voilà, dans les pays de l'Alliance des États du Sahel. C'est ce qu'on appelle le théorème de Charles Pasqua, l'affaire dans l'affaire. On dit que quand vous êtes emmerdé par une affaire, il faut créer l'affaire dans l'affaire, et si possible l'affaire dans l'affaire, de manière à ce qu'on ne sache même plus quelle était l'affaire principale. On a vu Ouattara très aux avant-postes la tentative de rétablissement du pouvoir de Mohamed Bazoum. Ouattara annonçait comment la CEDEAO va intervenir. Il était vraiment le capitaine carrément de l'armée de la CEDEAO. Voilà, c'est lui, je me souviens d'un discours où il respirait comme un lutteur qui a trop couru, comme il était en train de faire des mises en garde, comment il annonçait que voilà, on sera impitoyable, on va rétablir le pouvoir de Bazoum, on va rétablir la démocratie. Et on veut nous faire croire, on a du moins voulu nous faire croire que à peine un an plus tard, Ouattara est soudain devenu très indépendantiste, très souverainiste et veut faire partir la France. Pour ce qui est du Sénégal, ils ont été capturés dès l'instant où ils ont pris le pouvoir. C'est-à-dire, ils nous ont vendu de très beaux discours. C'est un peu ça, le Sénégal, en fait, de très beaux discours, voit beaucoup de volonté. Mais une fois au pouvoir, bah, qui sont devenus les médiateurs de la CEDEAO? Bah, à côté de Faure Gnassingbé, c'est Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko qu'on a choisi pour essayer de draguer le général Assimi Goïtan, Monsieur Ibrahim Traoré et Abdourahmane Chiani pour essayer de les faire venir dans la CEDEAO. C'est eux qu'on envoie se ridiculiser là-bas alors que les dirigeants de l'AES sont clairs depuis un an. Épargnez-nous ces histoires de CEDEAO, c'est de l'histoire ancienne. Ce n'est plus à l'ordre du jour, c'est fini. Mais c'est le Sénégal qui est aux avant-postes pour le faire. Le même Sénégal qui avait promis d'aider le Mali. On était en août 2022 quand Ousmane Sonko disait il y a grande parole que oui, une fois au pouvoir, moi je vais y envoyer un contingent au Mali soutenir les Maliens dans la guerre contre le terrorisme. Bon, ça fait un an presque qu'ils sont au pouvoir, on ne voit rien de tout ça, pas l'ombre d'un contingent militaire pour venir les aider. Bien au contraire, on voit le Sénégal incapable de chasser un ambassadeur qui soutient le terrorisme en terre africaine. J'imagine un peu si c'était, je ne sais pas, imaginez, vous dites je soutiens le Hamas et vous êtes à Paris ou à Berlin
on va vous expulser dans les secondes qui suivent. Mais au Sénégal, on vous explique toujours que non, la diplomatie, la coopération, le dialogue, voilà, c'est toujours des gens qui ont vendu la rupture procèdent bizarrement exactement comme ceux qui les ont précédés, sans compter que le premier voyage hors d'Afrique de Bassirou Diomaye Faye, c'était à Paris. Le voyage suivant, c'était encore à Paris. Donc c'est complètement différent de ce qu'on a vu au Tchad. Le Tchad, lui, il a démantelé le plan. Le Tchad, lui, il a fait la rupture quasiment en mode AES, le type de rupture à laquelle nous espérons, pas les ruptures où tu dis comme Ouattara, comme Diomaye Faye, c'est une rupture concertée depuis quand l'esclave et le maître se concertent pour les modalités de la liberté. L'esclave informe le maître que dès aujourd'hui je suis libre, que ça te plaise ou non, je suis libre et il faut moi la paix. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, pour conclure, donc, c'est cette duplicité, c'est cette roublardise, cette ambiguïté qui fait que les gens coincés, ceux qui défendent en tout cas ces deux présidents, coincés par le fait que nous ne sommes pas naïfs et que nous avons saisi le poteau rose, ils ont besoin de venir créer l'affaire dans l'affaire en inventant des histoires impossibles, comme quoi il y aurait des bases dans l'AES également, mais dans ce cas qu'ils les localisent, qu'ils disent où ça se trouve, quelle est leur fonction. Il ne faut pas confondre la coopération et la base militaire. Le Mali coopère avec la Russie, le Niger coopère avec la Russie, et c'est pertinent parce que on voit les fruits sur le terrain. C'est ce qu'on a. L'un des plus grands événements, c'est notamment la bataille de Kidal à la fin de l'année dernière, où on a vu la coopération russo-malienne accomplir ce que la coopération franco-malienne n'avait pas accompli en presque 10 ans d'existence. Donc, et la question d'ailleurs qu'on peut demander pour ceux qui nous expliquent qu'ils sont souverains, c'est ils vont où tous ces soldats-là dont on nous dit qu'ils ont quitté le Sénégal, ils ont quitté la Côte d'Ivoire en Occident, en France, je ne vois pas de contingent militaire débarquer voilà, en masse parce que voilà, ils ont les 350 militaires du Sénégal, le millier de militaires de la Côte d'Ivoire comme on nous dit qu'ils s'en vont, ben, ils vont où exactement? Où est-ce qu'ils... Et c'est ça donc Jean-Marie Bockel lui-même avouait, c'est pas comme s'ils se sont cachés, leur langue un peu fourchée, ils ont avoué sans s'en rendre compte quand ils disaient il y a quelque temps, il n'y a pas eu de demande de départ des militaires français venant du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Tchad. Et donc, pour rectifier le tir, Mohamed Déby a dit, bon, moi, je vous dis donc de partir, je mets fin aux accords militaires. Mais les deux autres qui n'ont pas mis fin aux accords militaires, là, évidemment, ils font juste du blabla. Jean-Marie Bockel a perdu son fils là-bas dans le cadre de l'opération Barkhane au Mali. Pierre-Emmanuel Emmanuel Bockel, c'était le 25 novembre 2019, dans une collision d'hélicoptères. À croire qu'ils ne savent même pas manœuvrer des hélicoptères là-bas. On nous dit toujours ils sont morts au combat. La France est venue donner son sang pour le Mali. Non, c'était une collision d'hélicoptères, une stupide collision entre deux hélicoptères qui a coûté la vie à 13 militaires. Donc voilà. Et ces gens-là, quand justement le Mali demandait à ce qu'ils s'en aillent, on voyait Jean-Yves Le Drian se plaindre en disant que comment est-ce qu'on peut nous chasser de cette manière, pourquoi le Mali n'est pas reconnaissant, on a quand même perdu nos militaires là-bas. Et là, subitement, la même France a envie de s'en aller. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient, et évidemment à celles-ci, nous n'y croyons pas, c'est trop gros. L'année 2025 a débuté comme l'année 2024 s'était terminée sous le signe de la comédie humaine. Sauf que non, bon, sachant de quoi il retourne, on n'a pas rigolé du tout. Et c'est cette vigilance-là que nous devons garder, parce que dans ce combat pour l'émancipation, les tentatives de tromperie, les illusionnistes, les charlatans seront de plus en plus nombreux. Voilà ce que j'avais à dire, chère Tania. J'espère que je n'ai pas été trop long. Bonne arrivée, Titi. Merci, la gazelle. Princesse, je savais même pas que je n'étais plus abonné à toi. On t'entend pas. On va parler. Wilfried, Namasa, c'est Oui. Namasa, vas-y. Wilfried, non, je vais parler à Wilfried 2 secondes avant de laisser la parole. C'est-à-dire que ce qu'il vient de dire tout à l'heure pour les deux collisions des hélicoptères, là, tu sais pourquoi? Ouais, vas-y, dis-moi. C'est tellement les deux hélicos, ils ont perdu le contrôle, ils étaient tellement chargés. Ils étaient tellement chargés qu'ils ont perdu. Ah, ça vient encore. Au Mali, il y a quoi au Mali?
Qu'est-ce qu'il y a au Mali? L'or, il y a l'or. Ouais, ils étaient tellement chargés, ils ont perdu le contrôle. Est-ce que tu as vu, ils ont fait bruit là-dessus? Wilfried, c'était ça que je voulais ajouter dans ce que vous avez dit là. Ils ont Oui, tout perdu à le fait. contrôle parce que c'était tellement chargé, ils n'ont pas pu... et les distances n'étaient pas de bonne distance. Donc l'autre, il a basculé d'un côté. Tu sais, l'or, c'est pas de la petite rigolade, hein. Donc voilà un Exactement, peu. c'est un métal Merci lourd. beaucoup. Oui, c'est un métal lourd. Si je peux fermer la parenthèse, oui, comme c'est un métal lourd, et donc c'est ça qui est donc vendu auprès de l'opinion africaine comme l'aide militaire de la France à l'Afrique. Et c'est pour ça que quand on les chassait, parce qu'on voyait que la fameuse aide ne produit pas de résultats, ils étaient très énervés. Et Jean-Yves Le Drian était à l'époque ministre des Affaires étrangères. Et donc là, ce n'est pas crédible, ce n'est pas cohérent quand soudain la même France nous dit qu'elle est en train de partir, comme elle a été vomie, c'est ça la vérité, par les peuples africains, par les populations, et même par la CEDEAO des peuples, parce que les peuples dans la CEDEAO n'en veulent plus. C'est la CEDEAO des dirigeants qui sont soumis à la France-Afrique. Comme la France a été vomie, elle va rester, mais en essayant d'être moins visible, comme ça elle va essayer de mieux tromper les pays africains. Elle est prisonnière d'une époque qui n'existe plus, l'époque où les entourloupes fonctionnaient. Or, aujourd'hui, on est très vigilant et on sait, comme le disait le président Chiani, que ce sont des hélicoptères qui décollent le jour pour atterrir dans la nuit. Sauf que maintenant, on ne dort plus, même la nuit, on a les yeux grands, écarquillés. J'ai jamais su que c'était une histoire d'aller voler or qui a fait qu'ils ont fait accident. À cause on ne respire pas, il dit, Ah, je suis là, non. Moi, je ne parle pas. Oh. Les gens, ils sont en train de parler au hasard. Moi, il y a les trucs. Quand tu te rends compte comment ils nous foutaient la honte, comment ils foutaient la honte au peuple du Malien. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun respect. C'est-à-dire qu'un président quitte la France, pas atterrir en France, au Mali, sans passer par Bamako. C'est-à-dire que ils étaient tellement irrespectueux. Et tu te rends compte, et ce qui tuait Assimi, c'est-à-dire que même étant chez toi, au Mali, tu ne peux pas faire décoller un avion sans l'autorisation de la France, au fait. Ils sont en train de tuer tes frères. De l'autre côté, tu veux décoller, même quel hélicoptère. Puis bon, il ne faut pas nous parler des avions qui nous ont dit, toi, t'en es aussi, tu aimes trop ça aussi. Donc, ces avions que tu as vus qui nous ont donné là, tu peux même pour prendre 4-5 soldats puis décoller, aller aider là. Il dit que non, qu'ils ne peuvent pas, que parce que il y a des Français qui sont là-bas déjà qui s'occupent de ça. Le temps qu'ils savent, ils ont terminé les personnes. C'est comme ça qu'ils nous tuaient. Maintenant, là, quand on s'est rébellé, on dit on s'en va là. C'est pourquoi Macron, il est dans tous ces états. C'est pour ça qu'ils ont vu. Mais le pire dans tout ça, ce qui a tué Macron et la France dans tout ça là, c'est ce que le groupe AUS, le maréchal Assimi avec IB ont fait pour détourner et déjouer avec la venue de Tiani au pouvoir. Ah, ça, c'est la goutte d'eau. Ça dit que tous les services secrets français, ils étaient au Niger. Mais on a enfermé notre sacré Bazoum dans la maison. Le gars, il s'est levé le matin pour sortir. On dit non, monsieur, vous n'êtes plus chef de l'État, vous êtes enfermé dans la maison. Il dit quoi? Il dit non, vous êtes remplacé. Attendez, on va vous revenir. C'est ça qui a tué le plus. C'est-à-dire que si aujourd'hui, il n'y avait pas le Niger avec nous, on était morts. On était morts. Et aujourd'hui, ils ont détourné ce projet. Le Niger est là. L'AES est assis. La fondation est terminée. On est déjà presque au toit. Voilà, après on va faire l'intérieur et tout ça là. Maintenant au toit, on est en train de tapisser le toit en ce moment-là. Et donc maintenant, on va finir, quand on va avoir notre monnaie là, avec notre centrale nucléaire là, civile là, tout est terminé. Bon, sur le sujet de ce que je disais avec Wilfried, merci beaucoup pour ton intervention et merci beaucoup et félicitations à toi pour le nouveau-né. Bienvenue au club. Voilà, bienvenue au club. Tes nuits aussi, ils vont être un peu tourmentées. Elles sont horribles. Je vais me plaindre. Ce garçon me pourrit la vie. Je suis sûr que ce sont les Ukrainiens qui l'ont envoyé. Je soupçonne la CIA derrière tout ça. Là. Je ne dors plus. C'est terrible.
Ah oui, c'est comme ça, et bienvenue au club. Bon, nous, on est passé Ok. de ça, donc voilà, tu vas apprendre aussi. Donc, bon, comme tu sais, Tania, je vais laisser la parole. Le Robbie, il est monté, je vais laisser un peu parler des autres, et Oui, puis moi bon, aussi je voilà vais quoi. descendre, Tania. Ce fut un plaisir d'être avec toi. À la prochaine. Courage Ah, mais pour. il faut venir hein, parce qu'il y aura un live sur le Cameroun, là. Tania, je ferme mon micro, parle, je ferme. Sur le CFA, la réunion qu'a demandé par Biya pour la dévaluation du CFA en Afrique centrale, et puis les trucs, les forces françaises que par Tiani a dit qu'il aura bientôt au Cameroun. On va parler de ça. Et puis c'est vos... Entendu. Ok, si Sa Majesté le bébé me laisse tranquille, tu sais que c'est lui le donneur d'ordre. Je serai présent. Je t'écris pour t'informer, d'accord? Entendu. Bonne journée à toi, Tania. Bon dimanche. Merci. Ibra Colonel. Oui, bonjour Tania. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Bonne année. Hein? On dit I Love a changé de compte, il s'appelle IES maintenant. Ouais, Namasa. On m'a suspendu tous mes comptes. Les Algériens, ils ont fait suspendre tous mes comptes. 4 comptes. J'attends les 10. C'est les 10. Ok, bonjour à tous. Hein? Bonjour Lorbi, Namasa Afrique, mon Afrique et tous ceux qui sont connectés. Bonne Yola, année à comment tu tous. vas? Bonne Ouais, je vais année. bien. Alhamdoulilah. Ouais. Au fait, on accuse l'AES d'avoir les bases militaires français ou bien c'est, il sait pas, ukrainien ou bien c'est quoi, il ne sait pas si c'est japonais. Bon, ce que nous on sait, d'abord je vais commencer à saluer les trois chefs d'État de l'AES en commençant par Assimi Goïta. Vous voyez, lorsque le chef d'État malien Assimi Goïta a décidé que l'armée française dégage du Mali, ces volets de l'or là, voilà, qui dégagent du Mali comme des marguyas. On a vu d'autres chefs d'État africains se plaindre. Oui, vous savez, la France a perdu 52 soldats au Mali. Donc le Mali n'a qu'à mettre un peu de l'eau dans les Niamakoudji. Bon, je ne dis pas le nom, hein. En tout cas, il y a un chef d'État africain qui a dit ça. Et qui était braqué. Parce que ils ont même envoyé 49 voilà, là-bas au Mali. Ils ont été chopés comme des poissons dans le filet. Et ils sont allés se mettre en genoux. Ils ont crié sans délai partout. Après, ils sont allés se mettre en genoux au Mali. Ça dit, après tout ça, il y a le Burkina qui a suivi. Il y a le Niger qui a suivi. C'est-à-dire les 3 pays de l'AES. Et ils ont formaté un complot mondial contre ces pays-là. Tout simplement parce qu'ils ont demandé à l'armée française de dégager de chez eux. C'est tout. Maintenant, tout d'un coup, on voit ceux mêmes qui pleuraient là. Il y a 52 soldats maliens, français qui sont morts au Mali. Hein. Ils n'ont qu'à mettre un peu de l'eau dans les Niamakoudji. Un 31 décembre, on les voit à la télé. Non, l'armée française va partir de la Côte d'Ivoire et le camp 43e piment va s'appeler Ouattara, je ne sais pas, quelque chose Ouattara là. Bon, on voit le Sénégal aussi. Ben, ou bien, ce n'est pas vous qui avez dit qu'il y a 50, ou bien comme il n'y a pas de soldats français qui sont morts là-bas, bon, je passe. Bon, après tout ça, après vous voulez renverser la situation. Il y a des camps militaires. Oui, j'ai vu sur un panel hier, un djihadiste qui parlait là, qui disait oui, dans l'AIS, il y a l'armée russe qui sont implantés là-bas, qui tuent les peuples, notre peuple. Il dit les peuples, hein. Ça dit des djihadistes, c'est des peuples. Vous n'êtes pas de peuple, vous là, vous êtes des tueurs à gaz. C'est sans pitié pour vous. Mais l'armée française était là, en vain. Mais officiellement, nous, on n'a jamais vu un camp militaire, base militaire russe
au Mali, au Niger ou au Burkina. On n'a jamais vu ça. Mais on a vu l'armée française rentrer au Mali officiellement. Même s'ils sont venus pour voler l'or, mais ils étaient venus contre les djihadistes, contre ces terreaux-là. Bon, c'est normal, hein. Moi, je ne vais pas trop monopoliser la parole. Mais, vraiment, il n'a qu'à mettre un peu de l'eau dans les Nyamakoudji. Les flocons, là, ça ne va pas passer. Ils sont tous des menteurs. Au fait, ils ont voulu attaquer le Niger la dernière fois avec les bataillons français qui étaient déjà prêts. Ce n'est pas eux, hein, c'est pas moi qui le dis. Hein. La France a dit devant tout le monde ici. Hein. Bon, ils étaient pointés dans un pays là-bas pour aller attaquer le Niger. Bon, moi, vraiment, Tania, souvent, sur ton panel, il y a des choses quand même, bon. Vraiment, c'était le colonel Ibra. Vive l'AES, vive l'Afrique. Bonne année à tous. Il va bloquer dans son délan. Il va descendre. C'était un coucou. Merci Ibra, merci beaucoup Ibra. Il y a Lorobi qui est là. Il y a Lorobi qui est là. Eh Seigneur, TikTok, c'est qui me font ces temps-ci là. C'est bon, on m'entend maintenant. Il y a Lorobi qui est là. Lorobi, on peut t'écouter, puis on va écouter Noir et Fier. Ouais, bonjour à tout le monde. Bonjour à tous ceux qui sont sur le panel avec nous ici. L'Afrique aux Africains, Namasa, voilà, Noir et Fier. Ma chérie Coco qui se bat matin, midi, soir. Là, elle a le sang de Lorobi. Elle et puis moi seulement, non. On peut marcher ensemble. Bonsoir à Omar, à tous ceux qui sont sur le panel. Hein. C'est quel nom? Bon, on va aller avec AES. Voilà, tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont dans le commentaire. Tapotez la famille. Tapotez. Alors, Tania, moi, je vais avoir des avis contraires par rapport à démantèlement des bases militaires françaises dans ce pays qu'on a cité ici. Moi, mon point de vue ne serait pas la même chose que pour les autres. D'abord, je vais commencer sur ceux qui sont en train de dire qu'il y a des bases militaires russes au Mali. Le Mali, là, c'est leur pays ou bien c'est comment? Est-ce que le Mali, là, c'est propriétaire privé de quelqu'un? Est-ce que le Mali n'a pas le droit de faire ce qu'ils veulent? Ils ont dit qu'ils sont indépendants, non? Qu'ils sont souverains, non? Ils sont, comme on appelle là, chacun est libre de faire ce qu'il veut dans son pays, non? Ce n'est pas les mêmes personnes là qui viennent nous dire ça ici. Ou bien ce n'est pas les mêmes personnes là. C'est la même personne là qui nous a dit que chacun est libre de faire ce qu'il veut dans son pays. Ça regarde en quoi ces gens-là qui disent qu'il y a des bases russes au Mali? Ça les regarde en quoi? Moi, je veux savoir. Ça les regarde en quoi? Est-ce que c'est leur pays? Est-ce que c'est leur problème? Si on tue les Maliens, mais ça fait 10 ans qu'ils sont en train de tuer les Maliens, ils étaient là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait 10 ans, plus de 50 000 personnes dans le nord du Mali. Pendant près de 10 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait pour le Mali? Qu'ils viennent se plaindre aujourd'hui. Tania, vous savez, pour moi, c'est un manque de respect vis-à-vis des peuples africains. Ces gens-là, même si tu as rempli les mains avec diamants, ils ne vont jamais dire ça dans le monde arabe. Ils ne vont jamais leur poser ce genre de bêtises-là dans le monde maghreb. C'est le noir, on attend toujours ce genre de bêtises-là, au fait. Arrivé à un moment donné, il faut qu'on se fasse respecter. Hein. On est devenu comme les tapettes. C'est-à-dire, chacun doit décider ce que nous, on doit faire. Et ils pensent que nous sommes leurs propriétaires privés. Ils pensent que notre terre, là, ça les appartient. Voici des individus qui n'ont rien à faire dans leur vie. Quand ils se lèvent le matin, il faut qu'ils parlent des gens. Mais ils n'ont qu'à s'occuper de leur pays. Ils ont aussi des problèmes, là. Pourquoi toujours venir parler de l'AES? Si l'AES était un pays pauvre, d'après eux, c'est de nous dire que nous étions les pays les plus pauvres de la planète. Mais pourquoi courir derrière les gens qui sont pauvres? Il y a un problème là. Aïe, je suis pauvre. Tania, tu veux me donner à manger? Je dis, je suis rassasié. Non, Lorobi, tu dois manger par la force. C'est forcé. Je suis rassasié. Laisse-moi dans ma pauvreté. Je n'ai pas besoin de ta nourriture. Tu dis non. Il faut que je vienne te donner à manger. Je vous ai dit qu'il y a une hypocrisie qui ne dit pas son nom, c'est ces gens-là. Tania, quand tu arrives aux États-Unis, tu arrives en Europe, les mêmes Africains qui sont en train de secourir en Afrique, là, ils sont nombreux ici. Plus de millions d'Africains traînent ici dans les rues. Ils n'ont même pas de docteur. Ça, c'est quelle hypocrisie d'amour, ça, là. Mais il faut commencer. S'ils aiment vraiment les Africains, ils veulent venir aider vraiment les Noirs. Mais qu'ils commencent par ces gens qui sont déjà dans leur narine.
Les Noirs qui sont déjà dans leurs narines, là, pourquoi ils ne commencent pas sur eux? Ils vont sauter sur ceux-là d'abord pour aller jusqu'à 6000 km, aller apporter les mains. Arrêtez. Les gars là ne peuvent plus nous apprendre à quoi que ce soit. On est trop réveillés au fait. Quand tu arrives en Europe, tu regardes la vie de nos frères et sœurs, mais tu as mal à la tête. Tu as mal à la tête. Au lieu de se battre pour aller aider les pauvres en Afrique, mais il y a beaucoup de pauvres noirs en Europe ici. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Qu'est-ce qu'on fait pour ces pauvres noirs qui souffrent ici en Europe? Ces gens-là, il faut qu'on dise leur vrai nom pour qu'ils arrêtent de nous emmerder. Donc, je vais aller maintenant sur le démantèlement des bases militaires dans ces 3 pays. Parce qu'il y a 3 pays, hein. Il y a le Tchad, il y a le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Tania, je vais vous expliquer quelque chose. Moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué, c'est mon point de vue, je vais vous donner. J'ai parlé ça dans mon live avant-hier. C'est que moi, lobby, j'ai remarqué dans cette affaire, Tania, il y a une mise en garde de la Russie. Écoutez très bien ce que je vais vous donner comme information. Il y a une mise en garde de la Russie envers ce pays-là, qui veulent utiliser pour attaquer la Russie. Vous allez comprendre de quoi je parle. Au Tchad, Kaka Déby est parti en Russie. Il allait se voir avec Vladimir Poutine. Il n'y a pas eu de rapport. Quelque temps après, on a entendu qu'il dénonce les accords entre la France et le Tchad. Lui, il a compris le message de Vladimir Poutine. Le Sénégal, Diomaye Faye, a publié que lui, il a eu Vladimir Poutine au téléphone. Ils ont parlé de la CEDEAO et la sécurité dans l'AES. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Quelque temps après, on nous parle des départs de l'armée française au Sénégal. Ce n'était pas l'ordre du jour. On les a posé la question plusieurs fois. Mais après leur communication avec Vladimir Poutine, tous ces trucs-là ont commencé à sortir. Comme l'autre là, lui ne parle pas avec Poutine, je suis sûr à 1000% que le rapport a été fait à la France et la France a fait un rapport à ses partenaires qui détiennent encore des bases militaires françaises dans leur pays. Le 43e piment est bien connu des services de renseignement russes. Les bases militaires françaises au Sénégal est bien connu des services de renseignement russes. Donc ils vont faire quoi? Ils vont venir montrer que à la Russie, ce que la Russie a demandé là, et ils ont respecté leur engagement. Tania, c'est une nouvelle guerre, ils veulent l'envoyer chez nous. Ils veulent attaquer la Russie à partir de l'Afrique. Comme ces camps-là sont bien connus des services de renseignement russes, c'est ces camps-là, ils vont venir nous dire que non, ces camps-là sont fermés, ça n'appartient plus à l'armée française. Suivez mon regard. Au cas où aussi à riposte, il ne faut pas que ce camp-là soit touché. Ils vont dire à la Russie maintenant que ce camp-là appartient maintenant à nous et non à la France. C'est tout ce qui est caché derrière. Parce qu'ils sont en train de transférer la guerre de l'Ukraine en Afrique. Ils vont attaquer la Russie, que ce soit dans le pays russe ou bien que ce soit les intérêts russes dans l'AES. En tout cas, les Occidentaux n'ont pas encore abandonné leur projet de combat. Plus que c'est les gens qui aiment aller se battre sur le continent des autres, dans le pays des autres, ils ont décidé tout simplement d'aller mener ça sur notre continent. C'est ce qu'ils sont en train de préparer. C'est tout ce qui est caché derrière cette affaire de démantèlement des bases militaires sur le continent africain. C'est assez faux. C'est pour combattre la Russie à partir de l'Afrique. Logobi, pour ajouter une seconde sur ce que tu dis, allez chercher le livre de la CIA 2035-2025. Tout est déjà écrit dedans. 2025-2035. C'est déjà écrit tout dedans. Merci beaucoup. Donc, Tania, moi, c'est mon analyse personnelle que j'ai faite dans cette affaire. Quand je regarde la communication, les réunions qui s'est passées entre Vladimir Poutine et Kaka Déby, conversation qui s'est passée entre Diomaye Faye et ce monsieur-là, et ça, après ça, on attendait tout ce tralala-là. Donc, moi, je pense que Vladimir Poutine les a mis en garde. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans votre pays? Je suis au courant. Voilà tout ce que moi, j'ai compris. Hein. Mais Idriss Déby, lui, il est sincère. Il est sincère, il a dénoncé les accords et il a demandé le départ pour éviter les problèmes avec la Russie. Mais Diomaye Faye, avec la Côte d'Ivoire, ils sont en train de jouer
à un jouet qui va nous amener à la perdre. C'est-à-dire, c'est un jouet dangereux tant ils sont en train de nous amener dedans. Sénégal et la Côte d'Ivoire. Il faut le dire. Sinon, de la même manière, le fils d'Idriss Déby a eu le courage de dénoncer les accords là. Normalement, si ces gens-là, ils ont écouté Vladimir Poutine pour dire ce que vous êtes en train de faire dans votre pays, moi je suis au courant, pour ne pas attaquer un pays africain, ils vont salir son nom là. Il a donné l'ultimatum à ces dirigeants là. Je vous jure, hein, ce que je suis en train de vous dire là, ça va arriver un jour, vous allez me donner raison ici. Donc les deux pays là sont en train de jouer à un jouet qui va nous envoyer vraiment à la perdition. Nous devons dénoncer, amener ces gens-là à faire comme le Tchad. Sinon, Maman Tania, 2025 là, ça va être une année de ouf. Ce n'est pas le souhait de quelqu'un, mais les Occidentaux ne vont jamais abandonner leur projet de guerre. Puisqu'ils ont vu que ces œufs étaient menacés, Vladimir Poutine a dit s'il reste sur leur territoire pour balancer, lui va attaquer ce pays-là. Donc, ils vont envoyer cette guerre-là sur le continent africain. Vous savez, l'Afrique est très proche de la Russie. Donc, moi, mon inquiétude ici, c'est les pays africains qui vont donner l'autorisation à l'Union européenne de s'attaquer à la Russie. Parce que Joe Biden, là, lui, il a décidé, comment on appelle là, Donald Trump a décidé de ne pas faire une guerre contre la Russie. Lui, pas de négociation. Mais les Européens, là, ils vont changer leur stratégie. Ils vont aller chez nous. Ils vont frapper. C'est-à-dire, s'ils veulent frapper en profondeur en Russie, ils vont choisir les pays africains pour faire les sales besoins. Les retombées, c'est nous, on va payer les pots cassés. Voilà ce que moi, je voulais dire par rapport à ce côté-là. Restons vigilants. Prions Dieu pour notre nation. Que Dieu nous protège. Sinon, l'Afrique est en danger. Ces gens-là, ils sont capables de tout pour protéger leurs intérêts. Même s'il s'agit de tuer leurs propres enfants, ils vont le faire. Donc, je m'arrête là pour le moment. Merci beaucoup. Merci, Lorobi. Merci. Merci pour ton intervention. Noir et fier, on peut t'écouter, princesse. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Merci Tania pour le panel. Je salue Namasa, Logobi, mon maréchal de toujours. Voilà, si je suis pas sur ton live, je suis sur le live de Logobi. Voilà. Je suis montée Tania pour brièvement dire que ces TikTokers, ces personnes-là qui font les mauvaises informations, qui essayent de relier les mauvaises informations ou les informations fictives, c'est parce que nous, la jeunesse, âgée de 15 à 30 ans, ne regardons plus les chaînes de télé conspirationnistes de misinformation, qu'on dit en anglais. Ces chaînes comme France 24, RFI, c'est fini. La jeunesse africaine est consciente. On regarde plus ces chaînes. Du coup, ils viennent sur les réseaux sociaux payer des incapables pour relier des informations fictives, pour alarmer la population africaine, pour essayer d'embrouiller la jeunesse. Mais nous leur disons haut et fort que vous les payez ou pas, que vous les donnez des informations fictives ou pas. Nous sommes une jeunesse éveillée, nous sommes conscients, nous ne dormons plus. Et l'AES, c'est le noyau. C'est le noyau, c'est la pierre angulaire de la libération de la race noire. Moi qui vous parle, je viens de la République de Djibouti. Mon pays là que vous avez infesté de bases militaires. Infesté de bases militaires. Nous sommes la risée de tout le monde noir. De tout le continent. Vous ne cessez d'attaquer des pays depuis ma République. Depuis mon pays. Mais nous vous disons que c'est nous, cette jeunesse-là, consciente, de Djibouti, qui allons nous mobiliser pour défendre l'AES. L'AES, ce n'est pas que pour les Sahéliens, c'est pour les Malgaches, c'est pour les Camerounais, c'est pour les Ivoiriens, c'est pour les Togolais, c'est pour les peuples du Libéria, de Sierra Leone, les peuples que vous avez pillés depuis des années. Nous ne dormons plus, nous sommes éveillés, nous sommes connectés et nous allons faire cette guerre sainte de la race noire. À vous Français qui osez poser pied sur nos terres, que vous soyez militaires ou pas, nous allons nous charger nous-mêmes de vous. Et ces hommes-là, sur ce profil que vous voyez, c'est les messagers de la race noire. L'AES, c'est notre religion. Et eux, c'est les prophètes. Que vous les preniez ou pas, nous, jeunesse africaine, nous sommes prêts.
nous sommes mobilisés. Nous sommes prêts à donner notre sang pour l'AES et pour défendre la race noire, pour défendre l'Afrique. Vous nous avez menti depuis des années, depuis qu'on est né. Nous entendons, non, la démocratie, à bas la démocratie. Vive la révolution, vive la libération de la race noire. J'appelle la jeunesse du Côte d'Ivoire, du Sénégal à se mobiliser, à dire haut et fort qu'ils sont contre la CEDEAO. Parce que la CEDEAO n'a jamais servi la cause noire, n'a jamais servi le peuple africain. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Namasa, je vous laisse la parole. Merci, princesse. Comment vas-tu? Merci. Ça va, j'espère que tu vas bien. Ok. Merci, Noir et Fier. Oumar, tu es là? Oui, je suis là. Vous m'entendez? Vas-y. Oui, vas-y. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Et bonne heureuse année 2025. On ne s'est pas vu il y a longtemps. Corona Massa, bonne heureuse année à toi. Et merci énormément pour tout le combat. Merci à tous ceux qui sont sur le panel. Ça fait énormément plaisir d'être avec vous. Par rapport au sujet, les va-nu-pieds qui se permettent à raconter de la merde, les aliments ou je sais pas c'est quoi. À vrai dire, moi je pense que on devrait pas trop s'attarder sur eux, mais on devrait quand même les cogner une bonne fois. Parce que c'est des gens qui ne méritent pas d'avoir de l'audience, de prendre même la parole. C'est des gens que nous devons signaler aussi, comme ils le font à certains de nos frères. Il n'y a pas de blague dans ce combat-là. Les gens qui nous combattent, qui sont contre nous, nous devons être capables de leur fermer la gueule. C'est de ça qu'il s'agit. S'il faut être extrémiste avec certaines personnes, il faut l'être. Quand vous prenez le vieux con Ali Mod ou bien je ne sais pas c'est quoi, il n'est même pas africain, mais c'est lui qui a sa gueule dans les affaires des Africains. Qu'est-ce qui le regarde? De quoi il se mêle? C'est quoi le problème? Des gens comme ça, là, on doit être capable de les bloquer. On le signale jusqu'à ce qu'ils disparaissent. On a nos frères ici qui se font bloquer à longueur de journée, qui ne disent même pas quelque chose de grave. Des gens qui mentent de façon flagrante. Ils mentent avec... C'est-à-dire, c'est incroyable, quoi. Les gens qui n'ont pas d'honneur, ils n'ont pas de dignité. Non, c'est incroyable. Et il y a des Africains qui suivent des moutons comme ça. Mais moi, sincèrement, je ne pense pas qu'on a besoin que toute l'Afrique s'unisse pour qu'on se libère ou bien non. Si une partie prend conscience, c'est déjà bon. Mais les connards qui veulent s'affronter à nous, on doit être capable de leur faire face et les remettre à leur place. Et puis, il faut que les Africains comprennent quelque chose. Il ne faudrait pas qu'on tombe dans des illusions et croire que non, il y a peut-être des politiciens français qui sont meilleurs que certains. Parce que j'ai vu Jean-Luc Mélenchon qui a fait un Twitter pour dire que non, l'armée française a été renvoyée par celui qui l'a placé au pouvoir, tout ça, tout ça. Mais Jean-Luc Mélenchon, beaucoup d'Africains le prennent pour je ne sais pas quoi. On pense que ce gars-là, il dit la vérité. Jean-Luc Mélenchon, il n'y a aucune différence dans sa politique étrangère. La même idéologie de Macron qui vise à assujettir les Africains, à nous rendre esclaves, c'est la même vision que Jean-Luc Mélenchon a. Tous les politiciens français là. Donc, il ne faut pas qu'on tombe dans cette illusion de merde-là, des propagandistes, des gens qui sont là juste pour vouloir berner les Africains, manipuler les Africains. Il faut qu'aujourd'hui, l'Afrique n'a pas besoin l'Afrique a besoin de son indépendance, de sa souveraineté. Quand on parle de souveraineté, d'indépendance, c'est-à-dire indépendance politique, indépendance économique, indépendance culturelle, quand tu n'as pas ça là, tu ne peux même pas parler de développement. C'est le préalable au développement, ça. Si tu n'as pas ça, tu ne peux même pas... Donc, il ne faut pas que vous vous laissez... Regardez par exemple ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Malgré que
ils ont un président démocratique, ils sont dans la CEDEAO, tout ça. Comment on peut comprendre que la Côte d'Ivoire, qui est la première productrice de cacao, se retrouve à payer le cacao aux producteurs à un prix dérisoire, incroyable, 1800 $. Aujourd'hui, je dis 1800 $, 1800 francs CFA, pendant que le prix sur le marché international est à 7000. La CEDEAO, que les moutons alimentent, vendent aux Africains, qu'est-ce que la CEDEAO dit par rapport à ça? La CEDEAO devrait être quand même capable de s'imposer, de ramener les autorités à l'ordre. Les gens ne peuvent pas donner leur vie. Non, mais est-ce que vous voyez tout le travail que nos frères cultivateurs paysans font dans les champs? Et on vient te donner un prix comme ça. Aujourd'hui, on dit que non, beaucoup de cacao de la Côte d'Ivoire passe par la Guinée parce que les gens en ont marre. Les Ivoiriens ne peuvent pas se tuer pour produire et des politiciens vendus vont venir s'accaparer de leur production pendant que le prix est à 7500, eux, on leur donne 1800. Et à la Côte, normalement, quand on est première productrice, qu'on a le monopole de quelque chose, ça veut dire que tu dois être capable de t'imposer. La Côte d'Ivoire devrait être capable de s'imposer, même si ce n'est pas pour fixer le prix. Au moins, si la Côte d'Ivoire décide de transformer ses cacao chez elle, en Côte d'Ivoire, on sait l'impact que ça va avoir sur les industries qui sont les grandes industries qui sont dans ce domaine-là. Ils ne le font pas. La CEDEAO ne fait absolument rien. On voit ce qui se passe également du côté du Nigeria par rapport au pétrole. Tout ça là doit réveiller les Africains. La CEDEAO, regardez comment Aliko Dangote souffre. Alors que l'industrie, la raffinerie qu'il a construite, c'est pour le bien des Nigériens. Mais ce sont les politiciens nigériens eux-mêmes, avec la complicité de la CEDEAO, qui foutent les bâtons dans les roues de Aliko Dangote. Est-ce que ça peut se comprendre ça? Ça ne se comprend pas. Allah Annabi, réveillez-vous. Arrêtez d'aller vous, comment on appelle ça là, écouter des connards qui comprennent absolument rien du tout. Si les pays de l'AES avaient des bases russes, turcs, qui visent peut-être... Parce que leur objectif, quand ils disent que non, on a des bases turques, russes, tout ça là, c'est pour dire que oui, les pays de l'AES, c'est juste des spéculateurs, ils vendent juste des illusions, mais en réalité, c'est eux-mêmes qui veulent déstabiliser les pays de la CEDEAO. Mais en réalité, pourquoi est-ce que les chefs d'État de la CEDEAO, depuis qu'on les accuse, nous, on les accuse de façon ouverte. Le président Tiani ne tergiverse pas, il ne marche pas sous ses mots. Il dit clairement ce qui se passe. Pourquoi est-ce que la CEDEAO, les pays de la CEDEAO ne sortent pas pour dire que ouais, on a des bases russes là-bas là, qui veulent nous agresser aussi? Pourquoi ils ne le font pas? Parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai aujourd'hui, ce n'est pas vrai demain. Nous ne sommes pas dans cette logique d'agresser nos frères. Non, mais on va se défendre. Celui qui s'hazarde à vouloir nous toucher ou bien à faire quoi que ce soit, tu vas voir ce qui va se passer. En tout cas, je ne vais pas monopoliser la parole. Je tiens d'abord à remercier tous ceux qui sont passés avant moi, Ibrahim Maïga, Wilfried Ekanga. Ils nous ont fait de très, très belles analyses. Je les remercie énormément pour ça. Ne baissons pas les bras. Maintenons le cap. Restons soudés. Ensemble, on ira plus loin. Merci beaucoup, Tania. Merci aussi à tous ceux qui sont sur le panel. On est ensemble. Merci, Ouma. Merci, Ouma. Monsieur Basda Yoko. Bonsoir, mon meilleur vœu à chacun parmi nous. Je vous salue au nom de la paix. Pour moi, je ne suis pas parti à l'école, je vais me débrouiller comment il peut pour que chacun de nous comprenne ce que je vais dire. Vous savez, moi j'ai écouté un peu les différents panélistes, chacun a dit pour lui. Mais quand on dit chacun est souverain, normalement chacun doit faire ce qu'il veut, hein, normalement, dans son pays. Mais quand c'est les autres, Côte d'Ivoirien ne doit pas parler. Mais quand c'est en Côte d'Ivoire, chacun est libre de parler. C'est ce que moi j'ai constaté, mes frères. Quand Côte d'Ivoire fait quelque chose, tout le monde parle. Mais quand Ivoirien met sa bouche dans le pays de quelqu'un, là, c'est là qu'il y a problème. Attends, on est tous africains ou bien non pas? Bagayogo, est-ce que c'est un sujet de la Côte d'Ivoire? Attends, il est bien. Bagayogo, oui. est-ce que ce sujet-là est amené sur la Côte d'Ivoire? Mon frère, ici, il a parlé. Moi, je n'ai pas trompé quelqu'un parmi vous. Hein. Chacun a parlé.
Chacun est libre de choisir ce qu'il veut. On n'est pas dans la prison, dans le monde. Peut-être c'est toi ton opinion, moi mon opinion, c'est pas la même chose, c'est pas forcé. Monsieur, ici là, chacun n'est pas libre, c'est mon panel. C'est mon panel. J'ai demandé aux gens de vous laisser parce que... Ici, là, chacun ne parle pas comme il veut. Hein. D'accord? Vous dites que vous n'êtes pas parti à l'école. Ce dont on est en train de parler là, ça n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire. Mais vous allez mettre la Côte d'Ivoire dessus. J'espère que vous allez assumer les conséquences. Parce que ceux qui ont parlé pour dire qu'il y a des bases russes et turques dans les pays de l'AES, ils ne sont pas ivoiriens. À quel moment vous êtes venu parler? J'espère que vous allez assumer cette conséquence-là. J'espère. Parce que quand on dit qu'on n'est pas parti à l'école et qu'on veut parler dans la politique, on sait discerner. J'espère que vous avez discerné pour venir mêler quelque chose qui n'a rien à voir dans ce débat-là. J'espère. Ok, on vous écoute. Il n'y a pas de problème. On parle de Ouattara. Tania, non, il ne faut pas laisser parler ici. Écoute, si tu ne veux pas parler du sujet, tu descends. Mon frère, excusez-moi, si vous ne voulez pas me laisser parler, vous pouvez me faire descendre. Vous avez vos soirs. Mais je vais parler quelque chose. Ouattara est le président de Côte d'Ivoire. Au revoir. Au revoir, mon gars. Au revoir. Dégage d'ici. Non. Dégage-le. Parce qu'il va amener des problèmes qu'il ne faut pas ici. Donc, ce n'est pas le sujet. Déjà, mon frère, moi, je suis ivoirienne comme toi. Et puis, je te dis, il n'y a pas Bima qui a parti, au fait. Non, mais c'est vous seuls, les gens du RADP qui croyaient qu'ils vont partir. Ils vont partir, maintenant, ils vont partir. Les autres, on les voit partir. Pour vous, on ne vous voit pas partir. C'est encore comment on fait ça. Non, mais arrivé à un certain moment, demander aux gens de réfléchir, c'est trop leur demander. C'est trop demander. Déjà, ceux qui m'ont énervé pour lequel j'ai allumé le live, ce n'est pas des Ivoiriens. Ça, c'est un. Maintenant, moi, je dis, je suis Ivoirien et puis je dis, il n'aura pas de départ. C'est juste de non-fumage. Afrique comment est venue s'installer à Odjené et vous voulez forcément nous faire avaler du pilule qui est aussi grosse que... On sait que la pilule là, on sait qu'on l'a vu là, c'est pilule de sida. Nous on dit on n'a pas sida, vous voulez qu'on l'avale forcé. Il n'y a pas de débat. Bon, va écrire le mot. Bon, attends, Namasa, attends. Il y a l'écouter. J'aimerais bien l'écouter. Lui, moi, on va parler. Allô? Allô? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, on t'écoute. Voilà. Moi, j'ai suivi sur le panel, ça fait maintenant au moins 45 minutes. J'ai écouté pour chacun. Ceux qui parlent de Côte d'Ivoire, ils ne sont pas ivoiriens là. Il n'est pas de mon pays. Voilà, il dit, le monsieur a dit quelque chose, il tient sa parole, c'est normal. Chaque pays est souverain, chaque président fait ce qui est bon pour son pays. Il y a attendu une version de chacun. On parle de les pays qui n'ont pas de leur pays. Et puis on ne veut pas qu'on parle de leur pays selon ceux qui sont ailleurs. C'est ce qu'il dit, non, c'est pas normal. C'est même Afrique. Quand vous acceptez, quand vous parlez de Côte d'Ivoire, acceptez qu'on parle de chez vous aussi. Parce que Cameroun n'est pas à l'abri. Le monsieur qui parlait là, Cameroun n'est pas à l'abri. Cameroun ne peut pas faire exemple. Mais le Cameroun connaît tout chez nous. Même si on lâche, ils vont dire au Cameroun. C'est ce qu'il veut dire. Si on veut qu'Afrique n'est qu'à unie, on ne qu'à s'unir dans la vérité. Chacun a son défaut. Maintenant, si vous ne voulez pas accepter vos défauts, vous voulez parler de ces défauts des autres, on va avancer comment? C'est ce qu'il veut dire. Parce qu'on est dans le même problème. Quand on voit des Africains en Europe, ils sont maltraités. Il n'y a pas fait d'Ivoiriens là-bas, il n'y a pas fait de Camerounais. Mais on ne peut pas glorifier d'autres pour diminuer d'autres. Voilà. Sinon, le président fait les choses, c'est pas bon. Avec tout le respect que je dois, la femme africaine a besoin de protection. C'est ça le problème. Nos femmes ont besoin d'être protégées. D'Afrique, s'il te plaît, j'ai coupé ton micro, laisse le monsieur terminer. Vous voyez, voilà. Chaque président, même Ouattara qui est là, il n'est pas Dieu. Il peut faire les choses qui sont bonnes. Et puis il peut faire des erreurs. Même quand il s'adresse à Nalachton, c'est qu'il est là, il parle, il n'est pas Dieu. Maintenant, son temps va finir. Quelqu'un doit venir. Maintenant, pourquoi tout est focalisé sur Côte d'Ivoire, Sénégal? Attends, Afrique, c'est 54 pays. C'est pas France qui gouverne tout Afrique. Voilà.
L'Afrique ne tourne pas autour de l'Afrique de l'Ouest. Je suis désolé. Chacun a son différent problème. Maintenant, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut assumer la vérité. Maintenant, si on ne veut pas se dire la vérité, chacun accroché de son côté, on ne peut pas avancer. Parce que c'est la même souffrance que nous, sur nous tous. Ailleurs et sur nous. Ça, c'est clair. Moi, je ne parle pas d'un leader politique, parce que nous tous, on souffre. Ce n'est pas une seule personne qui souffre. Voilà, quand on parle quelque chose, c'est pas bon partout. On a vu Mali, les conteneurs, les groupes hétérogènes, les milliards étaient donnés à quelqu'un, il allait bouffer après l'électricité de Mali. Mais c'est si rien de Assimi, si c'était si rien de Ouattara, tout le monde n'allait pas aller. Après encore, il y a affaire de citernes qui est venu, 52 citernes. Le ministre était démissionné pour ça. Ça, c'est en Afrique, c'est l'un des Africains qui s'en va. Ok, j'ai coupé ton micro, mon frère. Parce que là, ce dont tu es en train de parler, ça n'a rien à voir avec mon sujet. Ça n'a rien à voir. Tu es ivoirien, moi je suis ivoirienne. D'accord? Tu es ivoirien, moi je suis ivoirienne. Je vais te dire quelque chose. Tu dis chacun a ses problèmes, mais tu t'es monté ce que tu es en train de dire, ça n'avait rien à voir. Tu disais pourquoi les gens parlaient du président Ouattara. Je dis et je redis, je suis ivoirienne comme toi. Déjà, je vais te dire, d'accord, que moi je suis panafricaine. Moi je ne suis pas dans la politique. Je suis panafricaine. Donc je parle de tous les pays de l'Afrique. D'accord? Je parle de la politique de tous les pays de l'Afrique parce que ça m'intéresse. Parce que pour moi, l'Afrique doit revenir aux Africains. Donc un leader ou un président va déranger, faire des trucs qui vont déranger l'Afrique. J'ai le droit d'en parler. C'est ça être panafricain. Ça c'est un. De deux, on a parlé du président Ouattara parce que deux personnes qui ne sont pas ivoiriens ont dit qu'il n'aura plus de base en Côte d'Ivoire et au Sénégal et qu'il y a des bases russes et turques dans les pays de l'AES, ce qui est faux. Et en Côte d'Ivoire, les bases là, ils ne vont pas partir. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Tout est là, les faits sont là. Jean-Marie Bockel, monsieur Afrique, le nouveau monsieur Afrique, le nouveau Jacques Foucault l'a dit. Le général Casque l'a dit. Et c'est pas parce qu'ils l'ont dit olé olé, ils l'ont dit devant la commission de défense de l'Assemblée nationale en France. Donc c'est des trucs qui ne peuvent pas mentir devant l'Assemblée nationale, ils ne peuvent pas mentir. D'accord? C'est du paflotage au fait. Donc quand vous prenez ça pour pouvoir insulter, non, je dis pour qu'il y ait une base dans un pays, c'est qu'il y a accord de défense. Et pour ne plus qu'il y ait cette base, il faut dénonciation de l'accord de défense et il faut rupture de l'accord de défense. L'accord d'Ivoire ne l'a pas fait. Donc ne venez pas nous endormir. Donc ce que toi tu es en train de dire à fait de l'électricité du Mali, ça n'a rien à voir. Nous on est en train de régler nos problèmes avec des personnes qui sont en train de dire qu'il y a des bases dans les pays de l'AES, ce qui est faux, c'est du mensonge. Donc ça n'a rien à voir. Ce que tu es en train de dire là, moi je ne sais même pas pourquoi tu es monté pour faire les problèmes, pour dire que oui, tout le monde a des trucs. Mais oui, tout le monde a des problèmes. On est tous dans le même bateau, mais vous pensez que vous êtes mieux que les autres. Vous pensez que vous, la France, est plus mieux. Non. Autant la France pille les autres pays, elle nous pille aussi. Sinon, Africom vient faire quoi? Œil d'Afrique, je ne sais pas pourquoi ils t'ont signalé. Sors du live et puis reviens, Œil d'Afrique. Ils t'ont signalé, sors du live et puis reviens. Africom, la base américaine, qui est un truc comme ça, au Niger, même celle tous vont se mettre, ils vont revenir en Côte d'Ivoire. Donc, comment ça se fait que la France, le Bima, va partir pendant qu'ils ont payé la terre, là où ils sont, ça au moins je sais que tu le sais, la terre du Bima, ce n'est plus pour la Côte d'Ivoire, ils l'ont payé avec un geste symbolique que l'on dit. Vont partir, la France va partir et Africom va venir s'installer. Donc, arrivé à cet moment, arrêtez de mettre les émotions, arrêtez d'être dans l'idolâtrie, arrêtez de penser à votre leader. Moi, je ne pense pas à un leader, moi, je ne suis pas politique, moi, je n'appartiens à aucun parti politique. Moi, je pense qu'à moi-même, je pense à demain, je pense à l'Afrique de demain. C'est pour ça que je parle. Ils ont les bases chez nous, pendant que nous, on n'a pas de bases chez eux. Est-ce que toi-même, tu trouves ça normal? Quand on va dire ça, vous allez dire non, la France, les États-Unis ont base, en Allemagne, ils ont base. Vous savez. Il peut parler? S'il vous plaît, il peut parler? L'Amérique a une base américaine à l'Allemagne, là. Est-ce que ça veut dire qu'Allemagne, Amérique... non, attends, pardonnez. Attends. Amérique a une base américaine. Tania. Les États-Unis ont base en Allemagne et au Japon. Ils voulaient le faire en France. Ça a refusé. Même chose en Allemagne, ils voulaient faire en France.
C'est le temps de la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi la France a refusé? La France pas américaine chez elle, et puis nous, on n'a qu'à accepter chez nous. Non, mais vous êtes sérieux là? Vous avez écouté le discours de Macron pendant la nouvelle an? Il a dit qu'ils ne veulent plus déléguer les sécurités et les défenses à d'autres puissances. Pourquoi nous, on va déléguer notre sécurité et notre défense à une autre puissance? Pourquoi eux ne le font pas et c'est nous, on va le faire? Il a dit, je l'ai même publié, il a dit, ils veulent plus, il lançait la balle. Logobi, attends. Attends, ils ne veulent plus déléguer. Quand ils ont voulu, quand les Américains ont voulu faire base en France, là, De Gaulle a refusé. Pourquoi? Pourquoi nous, on ne refuse pas? Tout dernièrement, il y a quelques jours, Macron a dit qu'ils ne veulent plus déléguer les sécurités et les défenses à d'autres puissances. Il parlait des États-Unis. Pourquoi nous, on va déléguer pourquoi c'est nous, on va déléguer pour nous à la France? Eux-mêmes, là, ils veulent se chercher. Et puis nous, on ne va pas se chercher. Arrivé à un certain moment, il faut arrêter. Il faut arrêter, mes frères. Tu dis... Vous n'êtes pas encore arrivé comme eux. Vous n'êtes pas encore arrivé puissance. Eux sont puissance. C'est une puissance. Mon frère, tu sais quoi? Faut descendre, s'il te plaît. On n'a pas avancé. Parce que tu ne connais rien de l'histoire de l'Allemagne. On avance. Avec lui, là, c'est pas possible, en fait. Attends. Je te donne 1 minute pour parler, puis je vais permettre à Brian de te parler. Peut-être lui qui va parler, comme il parle doucement, tu vas écouter. Il va te dire dans quelles conditions il y a eu ces bases-là au Japon et en Allemagne. Parce que c'est ça votre argument. Hein. Mais dans quelles conditions? Quand ils ont fait là, la France a refusé. Pourquoi la France aussi a refusé? Allez. Je peux parler? Je peux parler? Je n'entends pas bien. Voilà. Avant-hier, les 31 nuits, quand le monsieur, son excellence, monsieur Alassane Ouattara, quand il a parlé là, on dirait que vous n'avez pas écouté. Hein. Il dit, on fait confiance à notre brave soldat. Il peut sécuriser tout l'étendue des territoires de Côte d'Ivoire. Là, on peut protéger chez nous maintenant, les autres peuvent mieux partir chez eux. C'est très simple. Non, la Russie vient aider en Mali là parce qu'il ne peut pas sécuriser tous les territoires. C'est quoi la Russie vient l'aider? C'est très simple. Voilà. Il n'y a pas midi 14 pour ça. Si nos soldats peuvent nous assurer nos sécurités, il n'y a pas de problème. Ça, il n'y a pas par pour ça. On ne crie pas sur les toits pour les faire partir. Voilà, c'est très simple. Tania, tu sais quoi? Arrivé à un moment, celui qui fait semblant de dormir là, lui, pour le réveiller, c'est difficile. Les gens parlaient comme ça. Okay. C'est bon, il a fini. On va écouter Brian. Brian, on t'écoute. Bonsoir, bonne arrivée. Oui, bonsoir ma sœur et bonsoir à tout le monde. Alors, juste 1 minute, hein, parce que le sujet, j'ai entendu beaucoup de choses. Même moi, j'ai perdu un peu le fil du sujet. On parle bien des bases militaires françaises, hein, on est bien d'accord? Ok, allez-y. Écoute-moi bien. Coupe ton micro, tu vas m'entendre. Il y a 2 messieurs que tu connais sûrement, Aliman Monde et Hervé Maïka, qui ont dit qu'il y a des bases russes et turques dans les pays de l'AES pendant qu'il n'y a plus de bases françaises dans les pays de la CEDEAO. C'est de ça qu'on entend de parler. Et en même temps, on profite pour expliquer aux gens ce qui s'est passé, le nouveau nom au Sénégal et en Côte d'Ivoire, que c'est faux, c'est du mensonge. C'est juste ça. Vas-y. Merci beaucoup. Alors, juste le monsieur, notre frère, qui a lui-même reconnu avec l'honnêteté intellectuelle qu'il n'est pas là à l'école, je peux comprendre les tares, les lacunes intellectuelles, y compris historiques, qu'il a. Donc, quand on ne sait pas quelque chose, mieux vaut aller faire des recherches, apprendre ou écouter les gens qui connaissent l'histoire des bases militaires. Alors, d'abord, il dit qu'il y a des États-Unis ont des bases militaires en Allemagne et d'autres pays qui sont des pays développés. Alors, il faut comprendre d'abord l'histoire des bases militaires. Brian, excuse-moi, une petite doléance. Excuse-moi. Toi, j'ai fait une capture. Je sais pas. Oh là là, fallait pas supprimer Namasa. Lui qui dit, voilà, une dame qui veut aller en prison, on te regarde là. Ouattara là, il a emprisonné tout le monde, non? Mais on l'attend. Ça là, il faut avancer. On l'attend. Laisse les gars, laisse Brian continuer. Merci. Alors, il faut comprendre pourquoi les États-Unis avaient des bases militaires partout
dans le monde. Pour rappel, ils en ont aujourd'hui presque encore 900 bases. Les États-Unis ont une armée de plus de 1,3 million soldats. Ils ont aujourd'hui à peu près, à l'extérieur, hein, on parle de presque 100 000 soldats qui sont déjà sur le théâtre d'opérations dans le monde entier. Imaginez, hein, 100 000 soldats. D'abord, en Europe, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut comprendre que quand l'Allemagne a occupé la France en 1940 et que la France, De Gaulle est allé chercher nos ancêtres tirailleurs sénégalais et autres et des alliés pour pouvoir libérer la France. Donc, en 1945, la France libérée, les Américains, voilà, ont déjà construit 21 bases militaires en France. Je répète, les Américains avaient déjà 21 bases militaires américaines en France et plus de 100 000 soldats. Donc, l'idée, c'était d'abord de sécuriser la France, encore faire sortir certaines portions des nazis qui étaient encore cachés en France, et surtout, les États-Unis ont continué leur expansion, l'expansionnisme militaire dans d'autres pays européens. Pourquoi? Parce qu'on avait peur aussi de l'Union soviétique. À l'époque, il y avait deux blocs. Le bloc qu'on appelle le communisme avec la Grande Russie, hein, l'Union soviétique, et ce qu'on appelle le bloc occidental qui était les États-Unis, qu'on appelle le capitalisme. Donc, comme les États-Unis avaient peur de l'expansion du communisme, Staline, qui était aussi l'un des plus grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, d'ailleurs c'est la Russie qui est rentrée en premier en Allemagne pour délivrer l'Europe du nazisme. Donc, il faut comprendre que les États-Unis, par crainte que le communisme ne va pas s'étendre vers tous les pays de l'Est, y compris la France, hein, parce qu'en France, il y avait beaucoup de communistes, hein, y compris des partis communistes. C'est pour ça que les Américains ont mis plus de 21 bases militaires pour empêcher que le pouvoir français ne tombe entre les mains des communistes. D'accord? Et ensuite, le cas de l'Allemagne. Le cas de l'Allemagne, c'est normal, parce que l'Allemagne a été démantelée, c'est-à-dire partagée en une partie, l'armée qu'on appelle le RDA et le RFA. Donc, le RDA était côté, comment ça s'appelle, du communisme, et l'autre côté, c'était avec les États-Unis, les pays comme la France et l'Angleterre, etc. Donc, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, l'Allemagne qui était interdite, hein, dans les accords de négociation de capitulation de l'Allemagne n'avait pas le droit de constituer une armée qui dépasse un certain nombre. Donc, raison pour laquelle les États-Unis ont mis 21 bases militaires. Aujourd'hui, on parle de 26 bases militaires. Les États-Unis ont officiellement 26 bases militaires en Allemagne. Encore, hein, en 2025. Parce que ça se comprend que l'Allemagne, qui avait l'interdiction, mais maintenant, même si les restrictions sont levées, ils sont en train de reconstruire leur armée. Mais les États-Unis, ils ont encore 26 bases militaires en Allemagne. Donc, De Gaulle a compris que ces bases militaires américaines étaient une menace pour la sécurité de la France, y compris la souveraineté de la France. Parce que la France, De Gaulle, on l'aime, on l'aime pas, c'est quelqu'un qui a toujours œuvré pour la souveraineté de la France. Voilà. Surtout, il a eu des guerres avec des présidents américains à l'époque, que ce soit Roosevelt ou Eisenhower, y compris Churchill, hein, voilà, qui voulait aussi un peu coloniser la France. Donc, il faut comprendre que De Gaulle, depuis qu'il a eu la bombe atomique, hein, grâce à l'uranium du Niger, donc De Gaulle a compris une chose, qu'il faut aller signer un accord de défense avec la Russie. C'est ce qu'il a fait en 1944. Et ensuite, après l'accord signé avec la Russie, il a vu que l'oncle Sam ne partira pas si lui seul va sur le front. Parce que la France, voilà, qui est quand même un complexe, ils ont été libérés en grande partie par les armes américaines. Donc les États-Unis, 21 bases militaires, il sait que seul ne pourra pas le faire. Donc c'est pour ça qu'il est allé signer un accord avec la Russie. Et ensuite, dès que la France a eu la bombe atomique en 1964, il a demandé à toutes les bases militaires françaises de dégager. C'est ce qui s'est passé. Les 21 bases militaires américaines en France, ils sont tous partis. Et c'est grâce à De Gaulle. D'accord? Ensuite, De Gaulle est sorti du commandement de l'OTAN. C'est Nicolas Sarkozy, en 2007, quand il a pris le pouvoir, hein, c'est lui qui a ramené la France dans l'OTAN. Sinon, la France n'était pas dans l'OTAN avant 2007. De Gaulle a sorti les bases militaires et sorti la France du commandement intégré qu'on appelle à l'époque le traité de Washington DC, qui est l'actuel l'OTAN, qui a été créé aussi en 1949, tout ça pour contrer l'Union soviétique. D'accord? Aujourd'hui, l'Union soviétique n'existe plus. Pourquoi il y a les bases militaires américaines toujours, hein, dans le monde entier, y compris dans certains pays européens, y compris en Ukraine? C'est la question qu'on doit se poser. Donc maintenant, pour revenir au sujet, pour répondre à ce sujet, c'est un gros mensonge de dire que, d'abord, qu'il n'y a plus de base militaire française en Côte d'Ivoire, y compris au Sénégal. Ça s'appelle de la désinformation. La désinformation n'est pas uniquement une question de fake news, c'est aussi une question de tronquer la vérité, c'est-à-dire de cacher la vérité.
J'ai écouté Votre Excellence, son président Alassane Dramane Ouattara, lors de son grand discours, avec l'autosatisfaction, d'ailleurs avec un sourire narquois pour tromper son monde, qui dit que la France va, après, comment ça s'appelle, une discussion, concertation avec les autorités françaises, que le port de Boué sera rétrocédé aux forces armées FACI de la Côte d'Ivoire et qu'on parle du retrait des bases militaires françaises en Côte d'Ivoire. Ce qui est quand même un grand mensonge parce que qu'est-ce qui s'est passé avec ces bases militaires? La France, il y a quelques mois de cela, la France a envoyé M. Jean-Marie Bockel. Alors, Jean-Marie Bockel, c'est un homme de France-Afrique. C'est un homme qui connaît l'Afrique et d'ailleurs qui a envoyé son fils aussi, qui est militaire, son fils était au Mali. Mais malheureusement, son fils est décédé avec une blessure. Donc, ce fils qui est décédé, Jean-Marie Bockel, qui a été aussi l'un des secrétaires et conseillers de Nicolas Sarkozy, Macron sait qu'il a l'expérience, il connaît le terrain africain et surtout, Macron qui a vu la débâcle des bases militaires françaises au Mali, au Burkina, au Niger. Donc, la crainte, la peur de perdre tout le reste pour qu'il n'y ait pas un effondrement général de toutes ces bases militaires en Afrique. Donc, il y a eu des rapports de commission sénatoriale et ce qu'on appelle certains députés et rapporteurs ont interpellé Macron, y compris les ambassadeurs, que si Macron ne change pas la nature des bases militaires françaises en Afrique, que la France risque de tout perdre. Tout. Après le Mali, le Burkina, le Niger. C'est pour ça que Macron a embauché Jean-Marie Bockel pour aller sillonner l'Afrique, pour essayer de faire un rapport et faire une proposition qui sera adaptée et qui sera moderne pour que les bases militaires françaises puissent rester en Afrique en donnant l'impression qu'ils ont quitté l'Afrique. Donc Jean-Marie Bockel va rendre ce rapport à Macron. C'était il y a quelques mois de cela. Donc Macron, ils vont changer les noms. Ce ne sera plus les bases militaires françaises, mais ce sera maintenant le commandement français. Et Macron d'ailleurs va nommer Pascal Lamy. Pascal Lamy, c'est qui? C'est l'ancien porte-parole de Général Lecointre. En clair, ce sont des hommes anciens France-Afrique. Général Lecointre aussi qui connaît le Mali, qui a été au Mali lorsqu'il était chef d'État des armées françaises. Il a été au Mali en 2013-2014. Il a même rencontré Assimi Goïta. Donc, c'est son porte-parole qui était colonel à l'époque. Vous tapez sur Internet qui est Pascal Lamy. Vous allez voir son visage. C'est lui qui a été nommé au mois de juin dernier en France comme le chef maintenant de tous les commandements qui existent en Afrique. Que ce soit en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Gabon. Il voulait aussi proposer au Tchad, y compris Djibouti, là où on ne touchera pas les effectifs. Alors, c'est quoi ce commandement français? Ça parle d'abord de la discrétion. Discrétion de présence militaire française parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes Africains, beaucoup de populations africaines, on a un mauvais souvenir de ces bases militaires. Surtout le 41e Bima en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens se rappellent ce qui s'est passé, les événements de 2011. Donc, pour que la France restaure son image, donc on a changé le nom. Au lieu que ce soit les bases militaires, maintenant, on va appeler le commandement français, qui seront des forces spéciales rapides de 100 soldats, voilà, dans les pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Gabon, etc. Mais la Djibouti, comme c'est la plus grande base, il va rester encore 1500 soldats là-bas. Et on voulait garder 300 soldats au Tchad. D'accord? Donc, ce rapport sera validé par Macron. Il va nommer un chef, Pascal Lamy, d'ailleurs, qui va aller voir Ouattara. Les sources sont déjà sur ma page, ceux qui contestent. Les sources sont sur ma page. Pascal Lamy va aller en Côte d'Ivoire au mois d'octobre dernier. Il va rencontrer M. Doumbia, qui est le chef d'état-major de l'armée de la Côte d'Ivoire. Il y aura cet accord. Donc, on va faire rétrocéder la base militaire de Port-Boué, voilà, à l'armée ivoirienne, mais les forces françaises, au lieu qu'ils soient 600 et 300, il n'y aura que 100 soldats, forces spéciales, qui vont rester en Côte d'Ivoire, qui vont continuer de former les Ivoiriens, y compris aussi apprendre les manipulations des armes, les drones, etc., et la vente d'armement. Donc, c'est cette nouvelle formule que la Côte d'Ivoire va accepter, y compris le Sénégal, y compris le Gabon, même le Tchad l'avait aussi accepté. Voilà. Après, le cas du Tchad, je vais en parler parce qu'il y a eu un tournant là-bas. C'est pour ça que le Tchad a rompu la rupture. Donc, quand on écoute monsieur le président de la Côte d'Ivoire, Ouattara et Bassirou Djaka Djamba Faye, qui viennent avec l'autosatisfaction, avec la désinformation, voire la manipulation, pour essayer de tromper l'opinion publique nationale et internationale en faisant croire que les bases militaires françaises ont fait leur retrait en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Alors, comme tu l'as dit, Sertania, pour rompre un accord militaire, il faut d'abord, première phase, il y a des étapes.
étape première, il faut d'abord dénoncer l'accord. Une fois que l'accord est dénoncé, ensuite, il y a le processus enclenchement de rupture qui commence. Discussion entre les deux États pour savoir comment on va préparer le retrait et la rupture. D'accord? C'est ce qui s'est passé avec le Mali, le Burkina, le Niger, y compris ce qui s'est passé avec le Tchad. Eux, ils ont dénoncé l'accord d'abord. Parce que tant que tu n'as pas dénoncé l'accord militaire, tu ne peux pas rompre. Ça n'a pas de sens. C'est comme quelqu'un qui a un contrat de travail, tu travailles depuis 20 ans, tu as un CDI, le jour au lendemain, on te dit, bon, tu quittes là-bas. Ça s'appelle un abus de pouvoir, ça n'existe pas. Tu peux intenter un procès pour essayer de comprendre pourquoi il y a une rupture. Il faut expliquer d'abord. Soit on dénonce l'accord militaire, c'est pareil, c'est un contrat entre deux États. Donc la Côte d'Ivoire n'a pas dénoncé l'accord, ni le Sénégal. Donc au nom de quoi on vient nous faire croire que le Sénégal, la Côte d'Ivoire, ils ont fait un retrait des bases militaires françaises. Arrêtez de mentir aux Africains. On dirait qu'ils parlent aux gens qui ne sont pas allés à l'école, quoi. Et tu as des moutons qui gobent ça. Comment on peut croire de tels mensonges? Qui a entendu dans la bouche de Ouattara ou de Bassirou Diomaye Faye qui disait qu'il dénonce l'accord militaire français et qui demande une rupture? Qui a entendu dans le texte? Si quelqu'un a les preuves, ils n'ont qu'à nous montrer. Personne n'a dit. Ça veut dire que l'accord existe toujours. Ça veut dire que les bases militaires françaises, les soldats français sont toujours en Côte d'Ivoire et au Sénégal. C'est ça la vérité. Les choses sont claires. Donc maintenant, pour parler, M. Hervé Maïga, il y a aussi un canal de désinformation et de la propagande de la France-Afrique qui est là pour lobotomiser les Africains et les abrutir plus bêtes comme lui-même il est déjà, et aliéné. Donc, c'est de la désinformation aussi. Le Mali n'a jamais signé un accord de défense avec, concernant quand même la présence militaire avec la Turquie. La Turquie, comme le Burkina Faso, comme le Niger, comme beaucoup de pays africains, y compris, même les États-Unis achètent les armes maintenant à la Turquie. La Turquie est à la pointe de la technologie en matière de vente de tout ce qui est les armes comme les drones, d'accord? Les drones qui sont les drones Baratar T2 et Asenki qui sont aujourd'hui les meilleurs, moins chers. Et aussi la Turquie vend des chars, d'accord? Et des composants d'armement. Donc le Mali a un rapport commercial de vente d'armement et parfois aussi de conseil avec la Turquie. C'est le même cas que le Burkina Faso, le Niger, c'est pour ça que les trois pays achètent beaucoup plus les drones, etc. Mais dit qu'il y a des forces spéciales turques au Mali ou au Burkina, au Niger, la personne qui dit ça, ils n'ont qu'à nous montrer le contrat. Voilà, ils n'ont qu'à nous apporter les preuves. Jusqu'à preuve du contraire, le Mali a un accord de défense avec la Russie qui inclut en effet des instructeurs pour la formation, l'appui, etc. Ce contrat est très clair, tout le monde est au courant de ça. Mais venir dire que la Turquie est chez nous, et quel d'autre pays il a dit, à part la Turquie, qui a la Turquie, la Russie, et qui d'autre? Je ne sais pas, le troisième c'est qui? Ah, il y en a que les deux, d'accord. Donc, ça s'appelle les allégations infondées. Tout ça, c'est pour encore diaboliser l'armée de l'AES, parce qu'aujourd'hui, ils veulent faire une diversion. Parce qu'ils savent que les panafricains, voilà, certains qui sont quand même à l'école, sont au courant qu'en Côte d'Ivoire, ce n'était pas un retrait. Ce n'était pas un retrait, c'était un demi-retrait. Et un demi-retrait qui a une demi-mesure n'est pas la mesure. La mesure, quand tu veux faire un retrait avec les bases militaires françaises, de manière unilatérale, il faut dénoncer et rompre l'accord. Comme l'a fait le Mali, le Burkina, le Niger, le Tchad. Le cas de la Côte d'Ivoire, c'est de la manipulation. Y compris le Sénégal, manipulation. Comme ils savent qu'on en parle, maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Hervé Maïga, il fait les lives pour divertir et distraire les gens. Voilà, pour faire passer le problème. C'est le Mali maintenant. Le Mali est occupé. La Côte d'Ivoire est libre. Sénégal est libre. Tout ça, c'est de la manipulation qu'ils font avec des abrutis qui gobent ça. Voilà, donc merci beaucoup. Je vais essayer de m'arrêter là, comme il y a pas mal de personnes. Merci. Merci, Brian. Quelqu'un avait une motion ou pas? Une petite motion pour Brian. C'est un garçon intelligent. Il va d'État comme nous tous, donc je ne vais pas rentrer là-dedans. Quelle suggestion il peut nous faire pour sortir de cette lornière? Parce que c'est pas évident. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent correctement leur vie, mais qui sont vraiment dans le combat. Brahim Khan, je l'ai écouté attentivement. C'est un garçon
très intelligent, d'après ce que j'ai décrypté. Quelles sont ces solutions pour se sortir de ce traquenard? C'est juste ça ma position. Et quel traquenard? À propos de quel sujet? Les bases militaires ou quoi, concrètement? Parce que la question, elle est vague. Merci, mon frère. Je te respecte parce que je t'écoute. Tu as ton mode de fonctionnement que je respecte. Mais en même temps, les solutions, c'est ce qui nous importe. Avec toutes les informations qu'on a eues dans les réseaux sociaux, comment, d'après vous, on peut s'en sortir en étant bienveillant avec les Ivoiriens, avec en fait tous les gens qui nous entourent, pour se sortir de cette ornière? Moi, je suis un chercheur. Je fabrique des appareils. Et j'ai besoin des autres pour les fabriquer. Et je vous dis en toute sincérité, un individu tout seul dans son coin ne fait rien. Il a besoin des autres. Et moi, ce que j'écoute TikTok, en fait, c'est la seule solution que j'ai trouvée pour avoir des informations réelles. Et ce que je propose à mon frère, petit ou grand, je ne sais pas, j'essaie de le découvrir. Et je suis persuadé que c'est un grand frère, parce qu'il est très pointilleux sur certains détails. Là, je ne compte pas dans ces genres de situations. C'est la capacité de faire. Frère, qu'est-ce que tu nous suggères? C'est une motion, Voilà ma gars. Pose question. ta question, puis il va continuer. Il y a du monde qui attend, s'il te plaît. Si la question elle est un peu vague, alors je peux comprendre, parce que si je comprends bien, tu veux parler de tout ce qui est les tensions aujourd'hui entre la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina, le Niger, et surtout dans certains aussi pays de la CEDEAO. À ton avis, quelle est la solution? Si je ne m'abuse pas de ta question, parce que même si je n'ai pas très bien saisi, alors il n'y a pas 1000 solutions. Nous avons à faire à ce qu'on appelle une guerre de génération avec ce qu'on appelle des vieux politicards, des monstres sacrés qui ne veulent pas mourir, qu'on appelle les Ouattara, et beaucoup de présidents de la CEDEAO, et ils ont un logiciel du passé. C'est-à-dire, ils servent des intérêts particuliers. Les intérêts de leur maître, qu'on appelle la France, et les multinationales, ils oublient de servir l'intérêt général. Ils ont affaire à une nouvelle génération de politiciens décomplexés qui ont le souverain personnel et le souverain dans l'esprit, qu'on appelle les Ouattara, qu'on appelle les Assimi Goïta, les Birame Traoré, les Général Tchani, et d'autres. Donc il y a ce choc, il y a deux mondes qui s'affrontent en réalité, l'ancien monde et le nouveau monde. L'ancien monde qui est la CEDEAO, avec leur manière, connivence avec la France, et surtout, parfois, si les jeunes, le nouveau monde, les jeunes souverainistes aujourd'hui qui sont à la tête de l'AES, si eux ne sont pas soumis à leur diktat, qu'est-ce qu'ils font? Comment ça s'appelle? Déstabilisation, sanctions, isolement, y compris chantage sur nos populations. Donc, il faut que tout simplement, le logiciel politique, il faut que ces anciens mondes qu'on appelle la CEDEAO, les Ouattara et compagnie, et leur patron Macron, lui en tout cas il est damné, les Français vont les dégager bientôt, d'ailleurs Macron. Donc je pense qu'il faut qu'ils fassent leur aggiornamento. Aggiornamento, comme dit l'Église, c'est de la mise à jour logicielle, de comprendre d'abord la réalité du monde, s'adapter aux aspirations du monde, comprendre que le monde évolue, les populations, leurs aspirations évoluent, leurs besoins évoluent et que les dirigeants doivent mettre des politiques en place pour s'adapter et répondre d'abord aux besoins fondamentaux des populations. Tant qu'on on aura des politiciens, encore, de la France-Afrique, en Afrique, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Sénégal ou ailleurs, la soif aujourd'hui de cette nouvelle génération africaine. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au stade de la maturation intellectuelle. La prise de conscience collective, c'est une réalité qui est là. Tous les jeunes Africains maintenant, qu'ils soient dans les fonds du Mali, au Burkina ou ailleurs, tout le monde est informé. L'information est là, le savoir est là. Les jeunes sont curieux. Ils vont eux-mêmes aller sur Internet, s'informer. Essayer d'abord vérifier l'information qui est utile, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Ils ont des ambitions aussi de pouvoir profiter de leurs matières premières, leurs richesses. On est des pays qui ont des sous-sols immensément riches.
on a le pétrole, le gaz, l'uranium, le cacao, etc. Mais en même temps, quand on voit la paupérisation, la misère, la mauvaise gouvernance, les dirigeants qui font tout pour ne rien faire, pour d'abord créer des entreprises, hein, pour que les jeunes puissent se former, y compris permettre les recettes de nos matières premières et de nos minerais stratégiques, l'or, du pétrole, que cet argent qui est quand même pas mal, qui est beaucoup d'argent, qui pourra même nous sortir dans le merdier que nous sommes tous, comme ça en Côte d'Ivoire, au Sénégal, certains pensent qu'ils sont développés, mais si je vous apprends le chiffre aujourd'hui qui a été révélé par le journal Le Monde aujourd'hui, entre 2019 à 2022, on parle de plus de 13 000 à 15 000 Ivoiriens qui quittent le pays, dont la plupart disparaissent. Pourquoi la Côte d'Ivoire, qui est un pays développé, 15 000 Ivoiriens, jeunes, quittent le pays pour aller essayer de trouver une vie meilleure en Europe. Un pays qui va bien. Sa jeunesse reste au pays, il développe, il travaille. Tu ne verras jamais les Qataris prendre les bateaux pour aller en France. Tu ne verras jamais les enfants des Émirats Arabes Unis prendre les bateaux pour aller en France. Tu verras rarement les enfants japonais prendre les bateaux, y compris la Corée du Sud. Ce sont des pays développés. D'accord? Donc, en Afrique, que ce soit la Côte d'Ivoire, les pays de la CEDEAO, y compris le Nigeria. Donc, nous sommes tous dans la même problématique. On a des dirigeants, il faut qu'ils se mettent au niveau. Il faut qu'ils mettent des politiques pragmatiques, réalistes, panafricaines, souverainistes, pour qu'on puisse transformer tout sur place, tout ce qu'on a, l'or, pétrole, uranium, et qu'on a des jeunes qui sont capables de les transformer localement et des traders, voilà, qui vont vendre plus tard ces matières premières transformées pour que la richesse puisse être redistribuée, pour que toutes les populations et la jeunesse vivent, puissent rester au pays et profiter de l'argent du pays. Tant qu'on n'aura pas, la démocratie doit rimer avec le développement. Cette démocratie, c'est un poids pour nous parce qu'elle rime avec corruption, l'anarchie, comme on est en train de se faire maintenant en Côte d'Ivoire et au Cameroun. C'est des pays démocratiques, mais il y a des gens qui sont au pouvoir, ils ne veulent pas quitter le pouvoir. Ils ont fait le pouvoir pour eux. Ils ont même parvenu à faire croire à leur population qu'ils sont aujourd'hui une religion, qui sont la solution alpha et oméga. Sans eux, le pays va sombrer dans le chaos. C'est ce que Ouattara est en train de faire croire aux Ivoiriens. Pareil Paul Biya. Les deux là aujourd'hui, qui sont les France-Africains, mais ils arrivent à faire croire à leur population qu'ils sont aujourd'hui la seule solution et qui incarnent le pouvoir et tout le pouvoir et toute leur population. Ça ne marchera pas. Donc il faut qu'on change le mode de gouvernance, il faut qu'on change le logiciel. C'est uniquement à partir de là qu'on pourra s'en sortir. On a beau faire les beaux discours qu'on veut, tant que les politiciens ne prennent pas les responsabilités et mener des politiques qui vont dans le sens du peuple, protéger l'intérêt général, et qui va permettre de transformer la vie des citoyens partout au Mali, au Burkina, au Niger. À ce moment précis, on pourra parler le changement et il y aura la paix. Si la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, ils gagnent bien sur leur cacao, sur leur café, sur le pétrole, le gaz, l'or, le manganèse, bientôt ils auront aussi le lithium, etc. Vous pensez que si les Ivoiriens ont tous profité de la richesse, vous pensez qu'il y aura la zizanie en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Non. Si le Mali d'Assimi Goïta, le Mali arrive à transformer son lithium sur place, le lithium seul peut sortir toute l'Afrique dans la misère. Pourquoi? L'argent du lithium qui est estimé par la Banque mondiale, c'est à peu près 8 000 milliards de dollars. Est-ce que tu te rends compte 8 000 milliards de dollars si lithium qui est transformé, qui est au Mali, en Namibie, à Botswana, en RDC, rien que ces 4 pays, s'ils arrivent à transformer leur lithium sur place, d'accord, avec la batterie de voitures électriques et les vendre, les 4 pays vont se partager 8 000 milliards de dollars, c'est-à-dire équivalent du PIB de la France, de l'Allemagne, qui sont les premières puissances en Europe. L'Allemagne première, 5 000 milliards, la France deuxième, 3 000 milliards. Donc 8 000 milliards, tu t'imagines l'argent que ça fait pour le développement des pays africains. Mais pourquoi on ne peut pas avoir? Parce qu'on ne transforme pas le lithium jusqu'à la phase finale. On n'a qu'au stade de première phase. On sort le combustible dans le caillou et ensuite le reste, c'est transformé en Chine, en France. La France, elle a construit 3 usines de l'uranium, comment ça s'appelle, 3 usines de transformation de batteries électriques. À Brest, à Dunkerque. 3. Alors que la France n'a pas de lithium pour le moment. Donc, ils vont prendre le lithium du Mali, Namibie. La France va se gagner encore des milliards, les 8 000 milliards. Au lieu que les Africains gagnent, qui va gagner? Les Français, les Allemands, les Européens.
Nous, on aura quoi? 55 milliards à se partager. Donc, c'est ça les problèmes de l'Afrique. C'est aussi des régions, ce sont des questions aussi économiques. Tant qu'on ne parle pas de l'économie, on ne pourra pas trouver des solutions. Voilà, je vais essayer de m'arrêter là comme il y a pas mal de personnes. Merci. Non, et après, comme je dois reprendre mon heure, comme je t'ai dit tout à l'heure, mon trip, c'est très important. Voilà. D'abord, je tiens à remercier à tout le monde, à Brian Takam, à Logobi, à 224, et à Œil d'Afrique, à Sarah. Voilà, merci à tout le monde, à tous les 1200 personnes qui nous écoutent pour cet éveil de conscience. J'aimerais parler à une seule chose qui est très importante. L'individu qui est monté. Vous savez, ce n'est pas l'école qui fait quelqu'un d'instruit, d'intelligent. L'intelligence que nous, on a, c'est d'avoir connaître le mal et du bien. Et d'avoir connaître c'est quoi qui est bon pour toi-même. D'avoir connaître quels sont les intérêts que tu dois défendre. Si vous êtes incapable de détecter cela, c'est-à-dire que vous devenez des bêtes. Et ça n'a rien à voir avec l'école. Parce que quand on dépose le feu et de l'eau, tu sais que l'eau là peut atteindre le feu. Donc, c'est aussi simple comme ça. Vous savez, il y a un problème très sérieux, Tania, que tu le sais. Quand je suis passé en vacances en Côte d'Ivoire, j'ai vu une question de la propagande, de lobotomisation, de l'aliénation, de la communication impérialiste sur la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que les gens répètent comme des proquets. C'est-à-dire que l'information qui passe, c'est au bénéfice de l'impérialisme et les valets locaux.